Bah, tout de suite. Les experts de l'IMO, le débat. Bon là, a priori, le son devrait fonctionner puisque vous êtes physiquement présent en plateau pour moi. On a Audrey Zermati d'EFI qui est avec nous. Bonjour Audrey. Bonjour. Et puis on a aussi évidemment Laurent Nataf, le cofondateur d'Omelior. Bonjour Laurent. Bonjour Marie. Bon, vous êtes tous les deux en plateau pour parler de ce qui fâche un peu ces derniers jours, le sujet de MaPrimeRénov'. Là, ça a monté un tout petit peu parce qu'il y a une espèce de combat de chiffres entre l'Agence nationale de l'habitat qui distribue MaPrimeRénov' et les professionnels de ce secteur de la rénovation. Parce que, bon, on a d'un côté l'Agence nationale de l'habitat qui nous dit oui, il y a un allongement des délais de traitement, un allongement des délais de paiement, mais ça va finalement, c'est pas dramatique. Puis d'autre côté, on a les professionnels du secteur et on a aussi même les bénéficiaires particuliers qui nous disent c'est pas vrai, moi j'arrive pas à avancer dans mes travaux. Qui a raison, qui a tort? C'est dur comme question pour démarrer. Hein. Audrey? Alors, en fait, on va dire les deux ont raison. C'est-à-dire qu'il y a effectivement à la fois, évidemment, un retard. Alors, il faut bien distinguer, il y a deux choses. Il y a un retard dans les validations des dossiers, puisque vous savez que l'ANAF procède en deux temps. Elle procède d'abord avec une validation de votre dossier et puis elle vous donne l'autorisation de commencer vos travaux. Et puis après, évidemment, après la réalisation des travaux, elle vous délivre la prime. Donc il y a vraiment deux étapes importantes pour le ménage. C'est d'abord la validation de son dossier et donc l'attente qu'on peut avoir pour ces dossiers effectivement aujourd'hui autour de 4 mois, là où on avait plutôt des délivrances au bout de 2 mois il y a encore quelques semaines. Et puis après, il y a le paiement. Pour les rénovations d'ampleur qui sont très longues, donc on attend encore des paiements, mais en fait les travaux ne sont pas complètement terminés. Et puis il y a la répartition entre des gestes là aussi, où des validations peuvent être plus rapides, mais par contre des délivrances plus tardives. Il faut faire attention parce que la réalité, c'est que ça s'inscrit dans un contexte particulier. C'est un contexte où on a eu déjà une problématique en début d'année. Vous vous souvenez, on avait un budget qui n'était pas voté. Voilà. Et donc, on a attendu le vote du budget pour avoir les premières délivrances. Donc déjà, c'est vrai que ce sujet aujourd'hui du retard des validations et des traitements vient se surajouter à ce qui s'est passé en début d'année. Et je pense que c'est ça aussi qui crée l'engorgement et l'embouteillage. Ces retards, vous les constatez vous aussi quand même, Laurent, j'imagine. Oui, évidemment, on les constate et on les constate depuis 2-3 ans déjà. C'est-à-dire que depuis le lancement du dispositif MaPrimeRénov', on vit des retards donc pour l'obtention donc de la fameuse lettre d'octroi qui nous permet de lancer les travaux, et puis évidemment des retards de paiement qui peut avoir tout un tas de raisons. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que vous avez sur le dispositif MaPrimeRénov' tout un tas d'intervenants. Sur le monogeste, en fait, on est au niveau de l'ANA centrale qui va pouvoir gérer les dossiers, et sur la rénovation d'ampleur, on est sur les directions départementales et qui chacune vont avoir un petit peu leur process de validation ou de non-validation des dossiers. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nos clients sont perdus. Pour vous donner des exemples, nous avons des dossiers qui datent, des demandes en tous les cas de primes qui datent de l'été dernier, donc avec des particuliers qui se disaient que leurs travaux pourraient avoir lieu avant l'hiver. Et donc qui n'ont pas, par exemple, rempli leur cuve à fioul, qui n'ont pas préparé leur hiver justement pour le passer avec leur ancien système de chauffage, donc qui ont passé un hiver difficile. Et après sur la partie paiement, c'est vrai qu'elle implique beaucoup, en fait, elle impacte beaucoup les professionnels, puisque très souvent, et comme on peut le faire chez Omelior, vous avancez. On avance cette prime et on est nommé donc mandataire financier par le particulier pour toucher le montant de cette prime en son nom. Donc ça impacte automatiquement la trésorerie des professionnels et sans aucune visibilité. C'est surtout ça en fait la vraie difficulté. Si on nous annonce un délai de 4 mois et que c'est 4 mois ferme, on s'organise. Ouais, bien sûr. Si on nous donne aucun délai et que ça peut être 2 semaines comme ça peut être 1 an, c'est vrai que c'est assez compliqué aujourd'hui pour les professionnels du secteur. Laurent, Audrey, on a bien compris qu'il y a des problématiques de financement quand on voulait faire les travaux a posteriori, mais on a une bonne nouvelle. On va faire cette petite parenthèse un peu jolie puisqu'on n'a pas réussi à avoir Stéphane Toupet il y a quelques instants. Je crois qu'on l'a récupéré pour dire que finalement la bonne solution pour être financé rapidement, c'est peut-être de faire les travaux au moment où on achète. Et donc Stéphane Toupet, normalement, est toujours avec nous, directeur de l'agence Vous Financez de Maubeuge. Vous m'entendez, Stéphane, ou pas du tout? Oui, je vous entends. On vous entend super bien. Génial. Donc là, ce que je disais, c'est que voilà, une petite parenthèse heureuse, c'est de se dire ça fonctionne quand même nettement mieux quand on veut faire de la rénovation si on l'a fait au moment où on cherche à avoir un crédit immobilier pour acheter. Oui, c'est ça. C'est tout l'enjeu des diagnostics énergétiques qu'on a vu apparaître depuis quelques années. Forcément, on a beaucoup de biens en EFG qui nécessitent des travaux. Et l'importance est vraiment de financer les travaux au moment de l'achat, avec plusieurs méthodes.
Mais c'est vraiment important de l'inclure là pour pouvoir financer ces travaux sur une durée de 20 ou 25 ans. Et là, ça va plus vite, évidemment. Donc là, vous aviez un exemple concret à nous apporter d'un ménage pour qui vous avez obtenu quand même un super taux avec son éco-PTZ et tout le tout team. Oui, voilà. Alors, super vite, on va dire oui et non. Super taux obtenu sur des conditions de mars à 2,89 sur 25 ans. Donc, on est repassé en dessous de la barre des 3% sur 25 ans, ce qui est vraiment intéressant. Avec un éco-PTZ, donc avec de la rénovation globale, donc 50 000 € à taux zéro, ce qui fait baisser le taux moyen à 2,67 sur 25 ans, ce qui n'est pas neutre. Par contre, la difficulté, c'est sur ce fameux éco-PTZ, c'est toutes les procédures qu'il y a, les devis qui doivent être faits vraiment précisément par des entreprises RGE. Donc il y a toute cette complication qui nous amène à avoir des délais rallongés par rapport à des signatures notaires, par exemple. Ouais. Oui, mais là, au final, ça s'est plutôt bien goupillé. Juste une question avant que je vous abandonne, Stéphane. Là, pour le coup, ce ménage qui a obtenu son éco-PTZ avec son crédit global, etc., est-ce qu'il bénéficie d'ores et déjà de MaPrimeRénov'? Est-ce qu'il est en attente de MaPrimeRénov'? Alors, ils sont en attente, ouais. Alors, ils ont bénéficié là, de l'éco-PTZ. Donc là, c'est acté. Ils ont signé hier chez le notaire. Donc, les voilà propriétaires. Donc, maintenant, ils vont pouvoir entamer leur rénovation globale et se diriger aussi vers MaPrimeRénov' pour voir comment percevoir les fonds. Ouais. Merci Stéphane. Stéphane Toupet, directeur de l'agence Vous Financez de Maubeuge. Je me retourne vers vous, Audrey, vers vous, Laurent. En fait, là, on est sur une situation où effectivement, on a quand même un ménage qui, même s'il s'y est pris autrement que la plupart des gens qui font appel à vos services, globalement, ces gens-là, ils ont quand même la chance de pouvoir avancer les frais grâce à l'éco-PTZ. Comment ça se passe maintenant avec ces retards de paiement? Est-ce qu'on peut quand même lancer les travaux en attendant désespérément de percevoir l'aide publique? Alors, effectivement, ce témoignage est très intéressant et vous voyez qu'il explique que ça a été très compliqué en fait pour obtenir l'éco-PTZ du fait des pièces à fournir. En réalité, le gouvernement a fait passer des mesures pour faciliter l'obtention de cet éco-PTZ dès lors qu'on avait la validation du dossier par l'ANA. Apparemment, le monsieur dont on parle n'a pas attendu la validation puisqu'il faut être propriétaire de son bien. Donc j'imagine que s'il est passé chez le notaire hier, il n'était pas encore propriétaire de son bien. Donc il a fait les démarches éco-PTZ, on va dire hors circuit validation de la prime de l'ANA. Donc il a eu la complexité du parcours. S'il avait attendu la validation de sa prime ANA, en fait, il aurait juste à proposer à sa banque le papier qui montre qu'il avait sa prime Rénov' validée pour pouvoir obtenir son éco-PTZ. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vu les difficultés et le délai pour pouvoir obtenir cette validation, en fait, les deux dispositifs s'attendent un peu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors que l'éco-PTZ est une vraie solution, enfin nous on pense qu'il faut effectivement des subventions. Aujourd'hui, on parle de subventions qui sont extrêmement conséquente dans MaPrimeRénov'. On a une moyenne sur le premier trimestre de 45 000 € d'aide par rénovation. Par rénovation. Donc vous imaginez, ça peut aller jusqu'à 60 000 €. C'est 3 fois le salaire minimum annuel. Enfin, il faut se rendre compte aussi des sommes dont on parle. Et donc c'est vrai que c'est des sommes qui sont très importantes dans une période où le budget, on l'a bien compris hier, et puis on le sait, c'est pas la tendance que d'avoir, c'est plutôt une tendance aux économies. Donc évidemment, il va falloir qu'on puisse combiner à la fois des subventions et du financement par des taux réduits ou des taux quasiment à zéro grâce à l'éco-PTZ. Mais qui plus est, au moment où on a ces fameux retards de paiement, si je veux avancer les frais, encore faut-il que je puisse bénéficier d'un prêt. Est-ce que vous avez justement beaucoup de vos clients, je me retourne vers vous Laurent, qui sont dans une situation où pour le coup, et ça doit expliquer la raison pour laquelle vous êtes mandataire financier, ne peuvent pas avancer les frais ou demander un éco-PTZ ou même n'importe quel prêt conso parce qu'ils sont dans des situations financières qui ne leur permettent pas d'accéder au crédit. Tout à fait. Après, en fonction du niveau de revenu de nos clients, certains pourraient en fait avancer la prime, mais l'immense majorité ne le peuvent pas, puisqu'on parle, comme le disait Audrey, de montants très importants. On a fait le choix chez nous de jamais demander en fait l'avance de la prime à nos clients. C'est toujours Eumelior qui va avancer la prime et la toucher de la part de l'ANA. Mais pour la majorité des clients, il est totalement impossible d'avancer cette prime. Prenons l'exemple d'un ménage à revenus bleus, donc les revenus les plus faibles, qui a le droit jusqu'à 90% de prise en charge de ses travaux.
Et sur donc un budget de 60 000 euros, il a 53 000 euros d'aide au maximum, 7 000 euros de reste à charge. On ne peut pas lui demander d'avancer les 53 000 euros. Et généralement, les revenus sont tellement faibles qu'il ne peut même pas s'endetter à hauteur de 53 000 euros. Et parfois même payer le reste à charge de 7 000 euros. Même parfois, le reste à charge est compliqué. On arrive à le compenser grâce aux économies d'énergie réalisées, à le lisser grâce à des prêts qu'on fait avec nos partenaires bancaires où là, on va prendre nous en charge les intérêts pour proposer une sorte d'éco-PTZ maison sur lesquels on va payer nous justement ces frais. Ça permet d'aller plus vite pour lui. Mais voilà, après les longueurs sont toujours très compliquées pour tout le monde. Mais si on prend l'exemple du monsieur qui vient de s'exprimer, on a des gens donc qui achètent une maison, qui ont un prêt, qui ont un éco-PTZ pour payer leurs travaux et qui vont faire leur demande à l'ANA, donc après être devenus propriétaires. Là, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir commencer ces travaux puisqu'il faut qu'ils attendent en fait cette fameuse lettre d'octroi qui va leur octroyer leur prime. Ça peut prendre 4 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 8 mois dans certains cas. Et donc pendant ce délai, ils vont devoir attendre pour pouvoir emménager dans leur nouvelle maison. Ils vont avoir leur crédit immobilier qui sera prélevé tous les mois. Donc, c'est ces difficultés-là qu'on pointe aujourd'hui. C'est vrai que le dispositif est ultra très généreux, mais il faudrait que ça aille plus vite et que ce soit pour les particuliers, pour qu'ils puissent envisager leurs travaux à court terme. Ils ne peuvent pas se dire, en fait, en été, je vais lancer des travaux et puis on ne sait pas quand est-ce que ça va commencer. Et pour les professionnels du secteur, pour les inciter, en fait, à trouver de nouveaux clients et à accompagner au mieux leurs clients, leur donner des délais. Mais des délais fixes, en fait, c'est même pas des délais longs ou courts, c'est juste qu'ils soient fixes et que chacun puisse s'organiser. Anticiper, voilà, c'est ça, qu'on puisse avoir de la visibilité. Audrey, la santé des entreprises de la rénovation, on en parle un peu quand même parce qu'effectivement, on n'arrête pas de dire, effectivement, l'enjeu c'est de faire les travaux de rénovation, de sortir de la précarité énergétique et on pense évidemment aux bénéficiaires particuliers, mais comme on a tout un tas d'entreprises qui sont mandataires financiers, il y en a d'autres, je pense à un en particulier qui me disait, moi j'ai arrêté d'être mandataire financier, mais dans les faits, j'avance les frais, sinon je fais jamais les travaux. Donc en réalité, ils sont là en train de courir après le bénéficiaire post-travaux en disant, bon alors, c'est bon, t'as perçu et sachant que ce bénéficiaire-là peut être dans une situation, par exemple, de surendettement, et auquel cas, même quand les fonds seront versés, ne reviendront pas à l'entreprise. En clair, comment se portent les entreprises de ce secteur de la rénovation ? C'est vrai qu'on est un peu face à un paradoxe. On est dans une période où les aides n'ont jamais été aussi généreuses. Et je parle évidemment de la rénovation d'ampleur. Enfin, on est sur des niveaux qui sont extrêmement importants. Mais pareil pour la rénovation par geste. Si on prend les pompes à chaleur, on n'a jamais eu autant d'aides pour pouvoir changer son système de chauffage pour un système de chauffage aux énergies renouvelables. Et pour autant, on est dans une situation où la rénovation énergétique est dans une situation un peu avec une dynamique, on va dire, un peu ralenti par ses effets justement sur les aides. Et c'est vrai que ça, on le voit, on va dire, depuis l'année dernière, où on avait eu les changements. J'étais venue ici en parler. On voit les changements qu'il y a eu sur les aides. Cette année, l'ANA se félicite et elle a raison de dire qu'il y a eu très peu de changements au passage du 1er janvier 2025. Mais la réalité, c'est qu'il y a très peu de changements dans les faits. Mais quand on voit les retards qui sont pris dans les validations... En soi, ça, c'est un changement déjà. Et moi, ma crainte, et c'est important, la crainte, c'est le renoncement de tous ces ménages qui ont déposé un dossier, donc effectivement, qui était dans une dynamique de travaux parce qu'ils y ont été insistés, parce qu'ils savent que c'est là où aller, que ce soit sur la question de la facture, que ce soit sur le confort, ou même que ce soit sur leur patrimoine. Pour autant, c'est des ménages qui vont être lassés d'attendre et qui vont se dire, finalement, j'étais prêt à y aller et je renonce à ce que je souhaitais faire. Et donc ça, c'est peut-être le plus grave dans cette situation, c'est de se dire qu'on est dans un objectif politique. Je crois qu'on est sur un objectif qui est sur plusieurs centaines de milliers, 100 000 en objectif sur la rénovation d'ampleur. Et pour autant, on a un vrai risque de renoncement de ces travaux pour les ménages. Et ce serait vraiment dommage parce qu'encore une fois, on est dans une période où les aides n'ont jamais été aussi importantes pour ces travaux. Je me souviens de ce que disait le patron de Prime Énergie qui me disait ils ont fait carrément une étude pour regarder la corrélation entre les changements de dispositifs et le volume de travaux lancés par les particuliers. Et on voit qu'à chaque modification, le nombre de travaux s'effondre. Mais du coup, la question c'est, encore une fois, est-ce qu'on va avoir des faillites en cascade du côté des entreprises de la rénovation ? Alors, je ne sais pas si on va avoir des faillites en cascade, mais vous avez raison, il y a beaucoup d'entreprises qui se détournent du sujet. Pour autant, c'est aujourd'hui peut-être le secteur de la rénovation énergétique qui tire un peu le secteur du bâtiment par rapport au neuf, dont on sait que mais on sait qu'on pas très bien. À un et c'est un effet de domino. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, comme vous le disiez, d'entreprises qui renoncent au RGE. Et qui se disent en fait je ne vais même pas. C'est le label qui est nécessaire pour les artisans pour pouvoir bénéficier de ma prime rénov. Et qui renoncent effectivement au RGE, qui se disent en fait c'est un secteur qui est trop instable. La réalité c'est en fait c'est possible, ça change tout le temps et c'est normal que ça change tout le temps. C'est des budgets qui sont votés encore une fois qui sont importants et qui sont sur une année.
Le problème, c'est la prévisibilité. On nous dirait aujourd'hui, effectivement, il y a 2 mois, 4 mois de délai et qui ne dit mot consent, ou au contraire, si vous n'avez pas de retour, ça veut dire que votre dossier n'est pas validé. Si on avait cette visibilité, et si on avait une visibilité aussi sur l'évolution des aides, en se disant, peut-être aujourd'hui on est, comme on disait, jusqu'à 60 000 euros d'aide, peut-être que d'ici la fin de l'année, on va baisser progressivement et l'année prochaine encore un peu, on pourrait se préparer. Le problème aujourd'hui pour ces entreprises-là, c'est c'est souvent des entreprises qui sont de petite taille, et qui ont du mal à pouvoir se projeter, à embaucher. C'est déjà difficile d'embaucher dans le bâtiment. Et donc de pouvoir se projeter dans un système qui est si peu prévisible, c'est un problème. Ouais, et justement, Laurent, maintenant, il nous reste 8 minutes, ce qui est long mais court. Je tiens à aborder cette question de, OK, d'accord, il y a des retards. Qu'est-ce que je fais si je suis face à un retard ? Que je sois une entreprise de la rénovation ou que je sois un particulier en attente soit de la validation en amont de l'ANA pour pouvoir lancer les travaux, soit carrément en attente du paiement maintenant que les travaux sont terminés. Que faire ? Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire. Est-ce que ça marche réellement ? Malheureusement, je n'aurai pas la réponse idéale. La première chose à faire, c'est déjà de contacter l'ANA par téléphone, puisque l'ANA répond au téléphone, notamment la ligne dédiée aux particuliers. Les informations ne sont pas forcément les plus précises possibles, mais ça permet en tous les cas de faire en fait un peu se réveiller le dossier. Nous, on choisit également d'envoyer des courriers à l'ANA sur des dossiers qui dépassent vraiment certains délais. Donc on a des relances automatiques qui sont faites par nos équipes au bout de 2 mois, par exemple, de demande de paiement. Si au bout de 2 mois, on n'a aucun retour après la fin des travaux, bien sûr, après le dépôt de la facture en fait sur la plateforme, et tous les 2 mois, il y a une relance qui va être faite. Est-ce que réellement ça a un impact ? Honnêtement, je pourrais pas vraiment vous le dire, mais ça nous permet en fait d'avoir une trace des différentes relances qui ont pu être faites. On a été reçus plusieurs fois par l'ANA, ils font parfois des points sur nos dossiers, donc on voit qu'il y a quand même une volonté de leur part de faire avancer les choses. Mais est-ce que ça a réglé les problèmes ? Pas vraiment non plus. Quand l'ANA dit quand même que sur, je ne sais plus combien, je cherche le chiffre, mais il me semble de mémoire que c'est 2600 et quelques recours qu'il y a eu justement contre elle, et qu'au final, elle a eu gain de cause dans 98% des cas. Est-ce que ça veut dire qu'en réalité, si mon dossier a du retard, c'est qu'il a été mal ficelé et que de toute façon, j'ai aucune chance d'obtenir gain de cause ? Alors, je pense qu'il faut prendre ces chiffres avec prudence, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se règlent avant d'aller au contentieux. Donc, je pense qu'il faut aussi voir ça de manière plus globale. Mais c'est sûr que peut-être un conseil que je donnerais, c'est qu'il faut quand même faire très attention avec qui on passe pour pouvoir réaliser ces travaux. On parle de la fraude là maintenant. Et on peut parler de la fraude parce que c'est une des raisons qui explique l'engorgement et l'embolie quelque part de MaPrimeRénov'. Donc, c'est sûr que quand, en tant que particulier, il faut déjà faire très attention avec qui on passe et à la fois pour réaliser ces travaux, évidemment, mais aussi pour l'accompagner sur les aides, puisque aujourd'hui, ces 2 fonctions sont dissociées. Vous avez un accompagnateur rénov pour les rénovations d'ampleur, un accompagnateur rénov qui doit être indépendant du MAR, qui doit être indépendant de l'entreprise de travaux et qui doit s'occuper spécifiquement du dossier d'aide. Et de faire la demande, finalement. Faire la demande. Et après, vous avez des installateurs, des entreprises de travaux qui réalisent les travaux et qui peuvent aussi être mandataires administratifs et financiers, c'est le cas d'EFI, c'est le cas d'Omelia. Donc effectivement, il faut bien faire la part des choses, mais il faut bien choisir ses partenaires. Alors justement, Audrey, de quoi je dois me méfier en fait quand je choisis d'abord de quel type de fraude on parle et comment je choisis le bon interlocuteur en fait? Alors, il y a des choses effectivement assez évidentes sur lesquelles il faut se méfier. Quand on vous dit, pour cette rénovation-là, rénovation d'ampleur, encore une fois, qui a des coûts en 45 000 € en moyenne, c'est gratuit. Il faut vous méfier. C'est pas possible. Donc ça, de toute façon, c'est interdit par l'ANA qui impose un reste à charge. J'avais même découvert récemment la fameuse règle d'écrêtement. Et alors moi, ça m'a fait. Enfin, je me suis dit, c'est quand même parce que je pensais qu'on pouvait cumuler toutes les aides et puis tant mieux. Alors pas que ça dépasse, parce que là, pour le coup, c'est pas bien, mais qu'au moins si ça peut couvrir tout. Mais en fait, non. Et donc typiquement. Mais vous avez raison. En fait, dans l'esprit, c'est vrai que c'est ça qu'il faudrait faire, notamment pour les ménages aux faibles ressources, d'avoir des travaux gratuits. Le problème, c'est que la gratuité amène la non-qualité, amène la fraude. Donc en réalité, quand vous avez de la gratuité, en fait, les ménages peuvent faire un peu moins attention à la qualité des travaux. Et derrière, ça crée un engouement. Il y a un autre élément peut-être au-delà de la gratuité auquel il faut se méfier, c'est la rapidité
aussi. C'est-à-dire que c'est presque paradoxal. C'est de dire que si vous avez un dossier qui est ficelé, un audit en 2-3 jours, derrière vous avez un dépôt et on parle dans les entreprises là dont on parle un peu avec de la suspicion de fraude, on parle de centaines de dossiers qui sont déposés à l'ANA toutes les semaines. Donc ça, c'est des entreprises qui font de la massification, on pourrait se dire très bonne nouvelle, mais en même temps, c'est normal que ça prenne un peu de temps de réaliser un audit, d'avoir un rapport d'audit, de pouvoir faire toutes les vérifications avant de le déposer à l'ANA. Donc voilà. Quand c'est trop beau, c'est qu'il y a un problème. Donc quand ça va trop vite, quand c'est gratuit. Voilà. Après, évidemment, il faut avoir le juste équilibre entre ça va trop vite et ça prend 4-5 mois avant d'avoir une réponse. Mais c'est sûr que, en tout cas, c'est des signes qui peuvent être un peu des faisceaux d'indices pour faire attention. Et Laurent, il y a aussi ces risques d'entreprises qui vont vous appeler. Vous allez créer votre identifiant là sur l'ANA. Vous allez faire les démarches des processus. Et en fait, les gars, ils vont vous siphonner carrément à la fin. C'est ça aussi, oui, la méfiance. C'est-à-dire que il y a ce type de fraude et puis il y a aussi carrément des gens qui vont carrément tout vous prendre. Vous avez plusieurs niveaux de fraude aujourd'hui au sein du dispositif MaPrimeRénov'. Et c'est vrai que la fraude la plus grave, ce sont soit les travaux non réalisés, et ça existe. Mais d'où l'intérêt d'avoir ces consentements qu'on est censé donner plusieurs fois au cours des travaux. Tout est possible aussi. C'est-à-dire que, moi, je milite vraiment pour augmenter la partie contrôle de chantier. C'est-à-dire que pour rassurer tout le monde, pour rassurer le particulier, les pouvoirs publics, ce qu'il faut, c'est vraiment augmenter la partie contrôle in situ des chantiers. Je pense qu'il n'y a pas mieux de toute façon. C'est pas ce qu'est censé faire l'entreprise qui a été mandatée par l'Agence nationale de l'habitat pour venir après regarder. Le MAR vient. Non, pas le MAR, c'est Bureau Veritas. Alors Bureau Veritas va contrôler 10% chaque année. Mais Bureau Veritas, alors c'est super. Nous on travaille beaucoup avec eux aussi. Ils vont vérifier vraiment la qualité du chantier. Mais je vous donne un exemple tout simple. Vous faites une rénovation chez vous. Vous êtes tiré au sort, si je puis dire, pour faire un contrôle Bureau Veritas. Vous répondez pas à votre téléphone pour la prise de rendez-vous parce que vous n'avez pas vu l'appel, etc. Vous serez pas rappelé de nombreuses fois et votre dossier restera en attente. Et donc là, je serai pas payé du coup. Ça peut durer. Nous, on a des dossiers qui datent encore de 2022, puisque en fait, on n'arrive pas à avoir un rendez-vous avec Bureau Veritas et qu'ils ont besoin d'un contrôle pour le valider. Et donc c'est très bien, mais c'est pas assez bien organisé encore aujourd'hui. Donc les fraudes sont un véritable problème. C'est peut-être la première source en fait qui entraîne tous ces retards et cette méfiance vis-à-vis des professionnels aussi de la part de l'ANA. Mais pour éviter cette fraude, il faut que les règles soient claires, qu'elles ne changent pas tout le temps aussi. Et puis il faut tout simplement augmenter la part de contrôle. Il y a du budget, comme on le disait, ça va jusqu'à 45 000 € par dossier. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, et on va conclure là-dessus parce qu'il nous reste 1 minute chacun, quelles seraient vos propositions pour accélérer justement le process ? Pas tomber dans un excès, mais accélérer le process. Donc ça veut dire renforcer les effectifs de l'ANA, par exemple, je sais pas ? Alors évidemment, je pense que le premier sujet à très court terme, c'est de faire la chasse aux fraudeurs et de manière très très efficace, très court terme. Là aujourd'hui, il y a des dossiers, effectivement, il y a une espèce de moratoire, on peut le dire comme ça, sur les dossiers. Donc déjà de pouvoir prendre les dossiers et de se dire voilà, là on a estimé qu'il y avait ces entreprises-là sont manifestement en abus. On les révèle. Moi, je suis pour avoir une liste noire, effectivement, ne serait-ce que pour dégager aussi peut-être l'opprobre qu'on fait sur l'ensemble des artisans, oui, exactement. Des autres, ouais. Donc déjà d'avoir cette liste, et puis peut-être d'avoir du fast track pour les autres, pour ceux qui pour le coup travaillent bien, pour pouvoir une liste blanche, une liste noire. En tout cas de créer cette transparence pour qu'il n'y ait pas une suspicion un peu généralisée sur l'ensemble du secteur. Et évidemment des contrôles. On a dit que c'était par échantillonnage. Il y a une question de budget, vous le savez bien. Donc le fait de dire si on met du budget sur MaPrime, est-ce qu'on en met sur les contrôles ? Nous on pense qu'il y a une nécessité sur des travaux qui sont autant aider d'avoir un contrôle quasi systématique des chantiers sur site. Et c'est vrai que ça doit s'organiser. Ça suppose des bureaux de contrôle qui ont la force de frappe pour y aller. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait au moins permettre a posteriori, puisqu'il y a encore une fois deux éléments, la validation de l'instruction et a posteriori, pouvoir accélérer les choses. Laurent, une proposition avant de conclure ? Du contrôle. du contrôle. Nous, on milite vraiment pour le contrôle. Mais vous voyez que les entrepreneurs sont de bonne foi parce que c'est quand même vous êtes tous pour qu'on renforce les contrôles. Et un contrôle indépendant, important, que ce soit indépendant et oui, si on s'autocontrôle, c'est pas mieux. Exactement. Un contrôle indépendant avec et puis une garantie de la part de l'ANA de respecter certains délais. Et je pense que l'ensemble des entrepreneurs du secteur, en tous les cas, qui sont de bonne foi, verront d'un très très bon œil le fait d'être contrôlés. Ça leur permet de monter en compétence et de faire accélérer les choses. Et voilà, c'est donc vraiment, je pense que c'est le point numéro 1 en fait qu'il faut
qu'il faut mettre en avant. Plus de contrôle, plus de stabilité, plus de visibilité. Continuez à faire les travaux, même si ça prend du temps. On va essayer de déverrouiller tout ça grâce à nos experts de l'IMO. Merci d'avoir été avec nous, Laurent Nataf, pour Omélior. Vous êtes de nombreuses entreprises et parfois j'ai toujours peur de faire une énorme bêtise. Et Audrey Zermati pour EFI. Merci à tous les deux. Je vous retrouve demain. Demain, on vous dira que dans le 9, le Pinel a beau avoir disparu. En fait, son successeur est peut-être déjà là. Et puis, d'ici là, vous retrouvez évidemment Lorraine Gouman pour Tout pour investir tout de suite sur BFM.